Allô tout le monde. Donc, on va continuer avec l'anatomie du membre inférieur. On avait vu la vue globale. Maintenant, nous allons voir l'anatomie régionale. Et l'anatomie régionale, la première partie, c'est le passage de l'abdomen et du pelvis au membre inférieur. Nous avons plusieurs parties, comme vous pouvez le constater, le pelvis osseux, le fémur proximal, l'articulation de la hanche, etc. Et ça vous donne une vingtaine de pages. C'est bien, bienvenue en médecine. Donc, on continue, on commence avec le pelvis osseux. Alors, les surfaces externes des os coxaux, du sacrum, des os coxaux, du sacrum et du coccyx sont de façon prédominante les régions du pelvis liées aux membres inférieurs, bien que quelques muscles proviennent de la face profonde ou interne des os coxaux et des faces des corps vertébrés, des corps des vertèbres lombales. On verra quand on verra le muscle psoas-iliaque où ça vient de la colonne lombale. OK? Alors, chaque os coxal est formé de l'union de trois os qui vont se souder avec la croissance. Donc, nous avons l'ilion qui est grisâtre, nous avons l'ischion qui est en bleu et le pubis qui est plus ou moins rosé. L'ilion lui-même s'articule, bon, on ne le voit pas avec le sacrum, mais l'os coxal lui-même est bien retenu avec la partie terminale de la colonne vertébrale, c'est-à-dire le sacrum et le coccyx, par l'intermédiaire du ligament sacro-tubéral qui sort du sacrum et qui va à la tubérosité sciatique, et le ligament sacro-épineux qui part du sacrum et qui va à l'épine ischiatique. La face externe de l'ilion et les surfaces adjacentes du sacrum et du coccyx, ainsi du ligament sacro-tubéral, vont être le siège de la tâche des muscles glutéales, des muscles de la région glutéale. Bon, on va parler maintenant de l'ilion. L'ilion, en fait, comme vous le voyez, il a la forme d'un éventail, OK? Et il est limité en haut par la crête iliaque qui commence par l'épine antéro-supérieur et qui finit par l'épine postéro-supérieur. Ensuite, nous avons le tubercule de la crête iliaque qui est un épaississement de la crête iliaque qui se trouve en arrière de l'épine antéro-supérieure. Le tubercule de crête iliaque, ça, c'est avec ça qu'on se sert quand en orthopédie lorsqu'on cherche des griffons osseux. Donc, c'est l'île nous le prendre. C'est la donne que nous allons prendre les griffons osseux parce que c'est plein d'os spongieux. Donc, c'est l'ilion. Il est traversé, nous avons la face externe qui fait partie de la région glutéale et du membre inférieur, tandis que la face interne qu'on ne voit pas fait partie plutôt du bassin. Donc, la face externe va être traversée par trois crêtes, l'inférieure, l'intérieur et la postérieure, qui vont donc diviser l'aile iliaque en quatre parties. Donc, ensuite, nous avons l'épine iliaque antéro-inférieur qui fait partie du port antérieur qui, lui, est relié avec le pubis par l'intermédiaire de l'éminence ilio-pubienne. Parlons maintenant des lignes. Nous avons la ligne glutéale inférieure, comme le voit, qui venait un petit peu au-dessus de l'épine iliaque antéro-inférieure, qui va s'incluver en bas et arriver jusqu'au bord postérieur de l'acétabulum. OK? Et entre le bord supérieur de l'acétabulum et cette ligne, nous allons avoir l'insertion, une surface rugueuse pour l'insertion du muscle droit de la cuisse. Tandis que nous avons la ligne glutéale antérieure qui, elle, va partir près du tubercule de la crête iliaque et va se finir au niveau du corps supérieur de la grande échancrure ischiatique. Et entre la ligne glutéale antérieure et la ligne inférieure, on va avoir l'insertion du muscle petit glutéal. Tandis que la ligne glutéale postérieure, elle est presque verticale et finit au voisinage de l'épine iliaque postéro-supérieure. Et entre l'antérieur et la postérieure, on va retrouver l'insertion du glutéal moyen, tandis que le glutéal, le grand glutéal lui-même, il s'insère sur une toute petite surface rugueuse en arrière de la ligne glutéale postérieure. Il s'insère aussi sur le ligament sacro-tubéral.
Donc, ça, c'était pour l'ilium. Maintenant, nous avons la deuxième partie qui est la tubérosité ischiatique. La tubérosité ischiatique est formée de deux parties. Une partie verticale et une partie qui sera à peu près horizontale. Donc, la partie verticale de la tubérosité ischiatique est séparée en deux par une crête horizontale, une partie supérieure et une partie inférieure. La partie supérieure elle-même est séparée en deux par une autre crête okay, qui va du dedans, qui est oblique en dedans et en dehors. Nous avons la partie médiale, c'est pour l'insertion commune du semi-tendineux et du biceps fémoral, tandis que la partie latérale, c'est pour l'insertion du semi-membrané. Allons-y pour la partie inférieure maintenant, qui est encore séparée, tous les deux sensations après, qui est séparée par une crête verticale. OK? La partie latérale, c'est pour l'insertion du muscle grand adducteur, tandis que la partie médiale, elle est recouverte de tissu conjonctif et d'une bosse séreuse, le chita, c'est tout ça le chita. Maintenant, sur le bord médial de cette partie-là, on va trouver l'insertion du ligament sacro-tubéral. OK? Maintenant, la branche ischiopubienne du pubis, donc nous avons ici la branche ischiopubienne et la branche ischiopubienne et le corps du pubis. Ça va donner insertion aux muscles de la région, de la région médiale de la cuisse. OK, qui sont ces muscles-là, c'est le long adducteur, le co-adducteur, le grand adducteur, le pectiné et le gracile. Il nous reste plus qu'à parler de l'acétabulum. L'acétabulum lui-même comporte deux parties. Une partie qui est en profondeur, donc c'est à la forme du sphère, comporte deux parties. Une partie qui est en profondeur, qui est la fosse acétabulaire, et qui n'est pas articulaire, qui est limitée par l'incisure acétabulaire. C'est-à-dire que nous avons la surface articulaire semi-lunaire, qui s'arrête de part et d'autre de l'incisure acétabulaire. Et cette surface est beaucoup plus épaissie au niveau supérieur parce que c'est là que supporte le poids du corps. Dans la fosse acétabulaire, va sortir, va donner attache au fameux ligament rond dans lequel il va y avoir un vaisseau qui va venir irriguer la tête fémorale, tandis que les nerfs vont plutôt passer par l'incisure, les nerfs et les veines vont plutôt passer par l'incisure acétabulaire. Et voilà, c'est fini pour le pelvis osseux. Et on va voir les cas cliniques. Et les cas cliniques que nous avons, ce sont les fameuses fractures les fameuses fractures du bassin. OK? Donc, l'oscoxal, le sacrum et les articulations associées forment un anneau. Donc, nous avons l'oscoxal, le sacrum, les articulations associées, ça forme un anneau. Les obstétriciens appellent ça le promontoire. Nous, on va appeler ça l'anneau pelvique. OK? Et la forme de cet anneau-là, là, nous avons un bassin gynécoïde. Donc, vous voyez que l'anneau est grossièrement arrondi chez la femme et grossièrement triangulaire chez l'homme. Donc, dès que vous voyez quelque chose arrondi, vous dites « Ah, c'est une femme » et là, on dit « Ah, c'est un homme ». Il y a quand même d'autres parties qu'on peut regarder. Là, en tout cas, c'est beaucoup plus évident que là, c'est une femme et que là, c'est un homme. OK, assez plaisanté. Alors, il y a plusieurs classifications pour les fractures du bassin. Par exemple, cette classification qui entre en jeu, qui met en jeu la stabilité de la fracture du bassin. Donc, lorsque c'est une petite partie seulement qui est cassée, on dit que c'est stable. Lorsque c'est deux parties dans le même plan, à ce moment-là, instable dans le plan horizontal, mais ça peut être aussi instable à ce moment-là, vous voyez les trois parties qui sont cassées, instables dans le plan horizontal et dans le plan vertical. Vous avez une autre classification qui, elle, va prendre en jeu l'étiologie de la fracture. Par exemple, compression antéro-postérieure, voilà ce que ça donne. Compression latérale, voilà ce que ça donne. Et cisaillement vertical, par exemple, quand la personne sort d'une hauteur et puis il y a une réception au niveau des pieds, mais si elle tombe sur les fesses, donc vous avez un cisaillement vertical. Le livre lui-même donne une autre classification de quatre types. La première classification, vous n'allez pas avoir réellement une rupture de l'anneau pelvien. Ce sont des fractures qui sont bénignes, mais quand même, la personne va avoir
elle peut saigner beaucoup. OK, donc là, par exemple, vous avez une fracture de l'aile iliaque, mais l'anneau n'est pas rupturé. Ensuite, ça, donc, c'était le type 1. Le type 2, l'anneau est rupturé. C'est une rupture simple, OK, une rupture simple de l'anneau pelvien. Et nous avons un exemple type, vous avez l'ouverture de la symphyse pubienne. C'est pas trop grave, mais il faut faire attention aux pertes de sang et justement aux atteintes urétrales. OK? Le type 3, dans le type 3, donc vous avez une fracture étagée. OK? C'est la fracture bilatérale de la branche. Vous pouvez avoir la fracture bilatérale du pubis. Vous pouvez aussi avoir cette fracture-là où vous avez la symphyse pubienne et le lien qui est entré. Et le type 4, on parle du type 4 dès que vous avez soit une atteinte du cotyle, OK, soit à proximité du cotyle. Voilà, c'est fini. Alors, je vous enjoins d'aller chercher toutes les fractures du bassin. Et bonne question pour ta chercher qu'on est. Au niveau de la clinique, par exemple, si c'est la symphyse pubienne, au niveau de la symphyse pubienne, que combat qui a une fracture, quels sont les mouvements que le patient ne pourra pas faire, mais quels sont les mouvements qui vont entraîner une douleur et pourquoi? Nous, pour qu'on répondre à une question, ça, c'est lorsqu'on aura fini de voir la musculature de la région qu'on pourra comprendre, on appelle ça l'épreuve, bon, on appelle ça talon-sol, mais on l'appelle aussi talon. OK, c'est fini pour le pelvis osseux. Rendez-vous pour le fémur proximal. Au revoir tout le monde. Bon, j'allais dire, bon week-end, mais c'est pas sûr que cette vidéo va être regardée pour le week-end. OK, au revoir.